Bienvenue, devant moi j'ai le Motorola Moto G87. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un déballage. Je passerai également en revue les spécifications, les fonctionnalités, la qualité de fabrication et je vous donnerai mes premières impressions sur l'appareil au fur et à mesure. Très bien, alors allons-y directement. Voilà. Nous avons donc quelques informations juste à l'avant, ici même. Système de caméra UltraRes de 200 mégapixels avec stabilisation optique de l'image, écran AMOLED 1,5K, c'est vraiment un bel écran AMOLED, et durabilité avancée avec protection sous l'eau. Que signifient les 2 et 3? Je cherche des astérisques ici pour voir ce que cela signifie vraiment, mais je n'en vois aucun par ici. Bon sang, comment je fais pour ouvrir ça sans tout déchirer? Apparemment, je ne peux pas. Vous savez quoi? Tant pis. Voici donc l'appareil et on va le mettre de côté. Ensuite, en dessous, on trouve notre câble type C vers type C pour la recharge, de la paperasse avec un éjecteur de carte SIM ici, et ce petit paquet en papier, bon, du papier gaspillé pour rien, j'imagine, et un autocollant d'étiquette énergétique imposé par l'Union européenne, c'est pour ça qu'il y a le logo ici, et il nous indique que nous avons environ 58 heures d'autonomie ou 58 heures et demie, ainsi que quelques informations comme la résistance aux chutes, la réparabilité, les indices IP et les cycles de charge. Bref. On continue, le design arrière est intéressant, mais commençons d'abord par l'écran lui-même. Bon, je vais d'abord passer par la configuration pour qu'on puisse voir un peu plus. Une seconde. Allez, tu viens à peine de commencer, quoi. Qu'est-ce que tu as à réfléchir? Quoi? D'accord, ça fonctionne très bien. Donc, je passe la plupart des étapes maintenant et pendant que je passe, parlons justement de cet écran. Donc, il s'agit d'un écran UH de 6,78 pouces et comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est un écran AMOLED. Il affiche 1 milliard de couleurs, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR, même si ce n'est pas certifié, et une valeur de luminosité complètement bidon. Donc, GSM Arena affirme que l'écran atteint un pic de luminosité de 5000 nits. En général, ils n'inventent rien, ils prennent ça sur le site de Motorola ou d'un autre fabricant et ces 5000 nits, c'est du pipeau. Ce téléphone n'atteint pas 5000 nits de luminosité. Prenons juste un truc comme... Voilà, comme ça. Prends cette brique incroyable et allume la lampe torche. Oups. Et essaye de ne pas casser l'écran pendant que j'y suis. Je vais ouvrir les paramètres. OK, tout est au maximum. Bon, alors voyons voir un peu ce que ça donne. Ouais, on dirait bien que ce n'est vraiment pas assez lumineux du tout. Donc ce n'est clairement pas les 5000 nits annoncés ici. Voyons de l'autre côté, et là c'est plus lumineux. Waouh, là c'est vraiment beaucoup plus lumineux. Maintenant à la caméra c'est exagéré à l'extrême, mais je vérifie juste. Et je pense que ce téléphone n'a pas 5000 nits, je crois qu'il en a moins. Laisse-moi d'abord éteindre la lampe torche, je vais vérifier rapidement en fait combien de nits il a. Donc c'est le X9 Pro. Oh! Allez, Jésus, Marina, soyez patient avec moi. J'essaie de charger ces fichues infos à son sujet.
Attendez, quoi, on dirait bien que GSM Arena est en train de faire une véritable petite crise de nerfs juste ici. Je ne suis pas sûr qu'il sache de quel téléphone je parle. Est-ce même ce que j'essaie de chercher? Ah, c'est Ultra, pas Pro. Voilà, c'est bon. Donc, ce téléphone est censé avoir une luminosité de 3600 nits. Donc, c'est 3600 nits de luminosité réelle. Et vous pouvez voir qu'il surpasse complètement celui-ci. Alors que celui-ci est censé avoir 5000 nits et n'arrive même pas à la cheville. Donc, c'est un peu ce que je voulais vérifier ici et vous donner un chiffre réel à ce sujet. Comme ça, vous en êtes conscient. Je déteste sincèrement que les entreprises essaient d'embobiner les clients avec ce que le téléphone propose, alors que ce qu'il propose est complètement bidon. 5000 nits, d'accord, peut-être sur un seul pixel. Si vous le poussez à fond, que vous l'exploitez à l'extrême et que vous le faites tourner quelques secondes, juste avant qu'il ne grille et devienne complètement inutilisable. Eh bien, super, félicitations, c'est fantastique, non? Donc, c'est comme si vous testiez la vitesse d'une voiture en la jetant d'un avion pour voir à quelle vitesse elle tombe. Voilà à quelle vitesse elle peut aller. Donc c'est juste complètement idiot et je déteste ça. Ce téléphone n'a même pas 3500 nits de luminosité, alors que l'Oppo que j'ai ici est censé réellement atteindre cette luminosité. Et il est bien plus lumineux que celui que vous avez là. Mais bref, passons à autre chose. C'est juste les fabricants qui font ce que font toujours les fabricants, c'est-à-dire n'importe quoi. Mais pour continuer, on a un ratio écran-corps de 88,4%, ce qui signifie qu'on a des bordures relativement fines tout autour, mais elles ne sont toujours pas aussi discrètes que ce à quoi on pourrait s'attendre avec les appareils sortis de nos jours. En ce qui concerne la résolution de l'écran, on a en fait une très bonne résolution de 1272 par 2772 pixels. C'est en gros une résolution équivalente à du 1440p, ce qui donne à cet appareil une belle densité de 450 pixels par pouce. Ce qui signifie que le texte ici et l'affichage en général seront extrêmement nets et très riches en pixels. Habituellement, on verrait plutôt quelque chose autour de 400 ou 390 ou quelque chose comme ça. Donc, on peut dire que c'est un peu au-dessus de la moyenne. De plus, l'écran est recouvert d'un verre Corner Glass 7i et il n'y a absolument aucun film de protection préappliqué. Voilà pour l'écran et pour le dire autrement, peut-être de façon un peu plus simple, l'écran ici est correct. Ce n'est pas le meilleur, loin de là, mais il est quand même vraiment très bon. C'est tout ce qu'on attend d'un écran. Il va vous offrir, vous savez, ces beaux noirs profonds. En termes de qualité d'image, il offre une luminosité correcte, des couleurs très vives, un contraste infini et un taux de rafraîchissement convenable. Mais il fait l'impasse sur la plupart des certifications comme Dolby Vision, HDR10+, et d'autres trucs du genre, donc il sacrifie un peu sur ce plan-là, ce qui normalement se répercuterait sur le prix, mais pas ici. C'est Motorola après tout. Bref, continuons. Si on regarde les appareils photo, on dirait à première vue qu'il s'agit d'un module triple caméra. Mais ne vous y trompez pas, on parle encore une fois de Motorola ici, ce qui veut dire qu'ils ont mis un objectif, celui-ci, qui est là pour ressembler à un appareil photo, mais qui vous offre plutôt ceci à la place. Donc ce qu'on a, c'est un capteur principal de 200 mégapixels f 1.8 avec stabilisation optique de l'image, et ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels f 2.2. Merci. Et avec ces caméras, vous pouvez filmer en 1440p à 30 images par seconde et en 1080p, vous pouvez monter jusqu'à 60 images par seconde. Maintenant, testons ça une deuxième fois pour vérifier si c'est vraiment correct. Vidéo. Et regardez-moi ça! On a du Full HD, c'est-à-dire du 1080p à 60 images par seconde, tandis que le 2K, qui correspond en réalité à du 1440p, monte aussi à 60 images par seconde. Donc ça, c'est plutôt sympa maintenant. Évidemment, vous pouvez clairement voir « Oh, attendez, désolé. » Ça ne fonctionne pas. Donc, le 1440p est à 30 images par seconde, comme vous pouvez le voir si je sélectionne 2K, qui est en bleu, et qui est actuellement réglé sur 30.
si je passe à 60. Ça revient automatiquement, ça repasse en Full HD, donc d'accord, il ne fait malheureusement pas de 1440p à 60 images par seconde. Maintenant, en mode selfie ici, on a aussi un capteur grand angle de 32 mégapixels f 2.2 qui fait exactement la même chose que le capteur arrière en 1440p. Et en 1080p, c'est encore pire car il ne va qu'à 30 images par seconde en 1080p. Et juste pour vous montrer ça, vous pouvez voir, il enlève littéralement ce petit menu déroulant qu'on pouvait changer avant. Donc, il ne fait que basculer entre les résolutions tout en maintenant ses 30 images par seconde. Donc, en termes d'appareil photo, ce n'est pas le meilleur. Certes, c'est un capteur de 200 mégapixels, mais pour la qualité vidéo ici, on est limité à du 1080p 60 et la caméra selfie n'atteint même pas 60. Donc, c'est un peu moins bon, surtout pour l'enregistrement vidéo en haute résolution. Et je parlerai d'autres appareils un peu plus tard, qui en gros offrent tout ce que l'on peut attendre pour à peu près le même prix. Mais bref, restons d'abord sur cet appareil. Donc, passons maintenant à l'intérieur de l'appareil. Et ici, on a une batterie de 5200 mAh qui peut être rechargée à seulement 30 watts. Et on a aussi entre 8 et 12 gigaoctets de RAM. L'option que j'ai ici dispose de... Voyons combien. Qu'en est-il du téléphone? Ici, nous avons 8 gigaoctets de RAM et 256 gigaoctets de stockage. Donc, ce sera l'appareil avec la configuration la plus basse. Maintenant, on peut avoir 256 avec 12, 512 avec 8, 512 avec 12. Et toutes ces options, malheureusement, sont équipées d'un stockage de type UFS 2.2. Maintenant, si vous ne savez pas ce que c'est en gros un peu comme la vitesse de votre stockage ici. Et plus le chiffre est bas en général, plus la vitesse l'est aussi. C'est vraiment dans le bas du bas, surtout à ce prix-là. Donc, vous n'obtenez rien de vraiment substantiel ici. Mais pour jouer l'avocat du diable, même si à ce niveau de prix, je ne pense pas que cela ait sa place. En 1440p à 30 images par seconde, vous n'aurez probablement pas besoin d'un stockage plus rapide. Ce qui pousserait, vous savez, les vitesses de lecture et d'écriture à une certaine limite. Maintenant, en 4K, 8K ou avec d'autres appareils qui peuvent enregistrer maintenant, cela justifierait probablement un stockage plus rapide. Mais quand même, comme je l'ai dit, le prix ici est à peu près combien? 400, presque euros. Donc à ce prix-là, vous savez quoi? Je n'en ai peut-être pas besoin, mais à ce prix-là, je devrais bien le mériter, non? De plus, le processeur qui alimente cet appareil est encore un peu décevant. Il s'agit du Dimensity 6400, ce qui est encore une fois plutôt du côté bas de la gamme, que ce soit en termes de processeur ou même de la gamme Dimensity elle-même. On a aussi les Dimensity 7000, 8000 et 9000. Donc en gros, le millier correspond un peu à la catégorie, un peu comme les Snapdragon qui ont les Snapdragon 8, Snapdragon 6 et ainsi de suite. Donc ici, on regarde plutôt du côté de l'entrée de gamme. Et enfin, la qualité de fabrication à nouveau. C'est encore un autre point décevant ici, car on a... C'est un peu comme une surface en caoutchouc ici. Maintenant, c'est présenté comme... qu'est-ce que c'est? C'est comme un simili-cuir écologique. Donc, GSM Arena affirme qu'il s'agit d'un polymère de silicone, c'est-à-dire d'un dos en cuir écologique. Mais celui-ci ressemble plutôt à un dos en caoutchouc. Ça n'a même pas l'apparence du cuir écologique. Peut-être que c'est quand même du polymère de silicone, je n'en ai aucune idée. Honnêtement, vu que c'est du silicone, la surface est caoutchoutée, donc c'est probablement ça, même si ça n'a pas l'aspect du cuir écologique. Maintenant, le cadre lui-même est en plastique, ce qui, en termes de durabilité, est un peu en dessous. Et pendant qu'on y est, on a en haut la certification et la mention Dolby Atmos qui est vraiment affreuse. Pour une raison complètement stupide, je déteste voir ça sur les téléphones. Genre, d'où est-ce que tu sors du Dolby Atmos avec le son comme avec les haut-parleurs du téléphone? C'est inutile. Peut-être que Dolby le donne juste gratuitement.
Mais bref, en haut, on a un microphone de réduction de bruit, des boutons de volume, le bouton d'alimentation, autre chose, et ici probablement un autre micro de réduction de bruit. Ensuite, en bas, on a le micro A, un port de charge USB type C et les haut-parleurs. Et puis sur le côté gauche, on a notre emplacement SIM, le tiroir SD, donc il prend en charge à la fois la carte SIM et la carte SD en même temps. Ce qui est plutôt bien pour l'extensibilité, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de prendre la version avec un demi-téraoctet de stockage. Si vous voulez plus de stockage, il suffit d'ajouter une carte SD. Voilà, c'est fait. C'est tout ce qu'il y a d'intéressant à mentionner sur l'appareil. Maintenant, je veux juste vérifier rapidement le prix de ce téléphone. Tant que j'y suis. Alors, ok, honnêtement, le prix est correct. C'est pour le téléphone. Hein? Donc, pour une raison quelconque, il n'est pas en vente là où je me trouve en ce moment. Ah, voilà le premier, c'est bon. D'accord, donc c'est 1700 zlotys polonais, donc 1700 zlotys polonais en dollars américains. On est à 460 $. Waouh, c'est un prix élevé, d'accord? Donc, il semble que GSM Arena ait été assez précis concernant le prix de cet appareil, qui est vraiment cher pour ce qu'il offre. Maintenant, je veux d'abord parler d'une chose qui n'est pas le cas ici et qui ne le sera probablement pas. Mais je ne veux pas non plus complètement descendre Motorola, car à l'avenir, je pense qu'il pourrait vraiment faire quelque chose de très important. Donc Motorola s'est associé à Graphene OS ou à la Graphene Foundation. Et si vous ne savez pas ce que c'est en gros un fork d'Android, la version open source d'Android, qui a en fait supprimé tout ce qui est lié à Google et on a fait une véritable forteresse en matière de confidentialité. Vous voyez, c'est un peu comme « Oh, Google, ici, tout ce qui commence par un G, il faut que ça parte. » Voilà. Et ensuite, ils ont ajouté toutes sortes de protections à un niveau presque absurde. Un niveau qui vous offre en gros le maximum de sécurité et de confidentialité. Et honnêtement, je tiens à féliciter Motorola pour s'être associé à eux sur ce projet. Mais évidemment, ce téléphone ne fonctionne pas sous Graphene OS et à l'avenir, une fois que les téléphones de Motorola commenceront à sortir avec Graphene OS, je dirais probablement qu'il vaut la peine de payer plus cher, tout simplement parce que j'aime personnellement avoir mon appareil. Ce qui m'a inspiré, donc j'aime vraiment l'idée et l'approche, mais ce téléphone n'est pas ça. C'est encore juste un téléphone Android Google tout à fait classique. Et vous demandez environ 400 € pour ça, c'est carrément insultant. Sachant qu'il vous espionne autant que n'importe quel autre appareil Android de Google. Comme par exemple Xiaomi. Je parle notamment du Poco, on en a deux différents maintenant, alors lequel est-ce? Soyez patient avec moi, parce que voilà, enfin... Donc Poco propose ce qui ressemble à une version moins chère de ce qu'on a ici, et la meilleure, c'est le Poco X8 Pro. Et cet appareil s'améliore dans pratiquement toutes les catégories par rapport à ce qu'on a ici, tout en coûtant moins cher. Pour résumer rapidement, on a une batterie de 6500 mAh qui est plus grande, une charge de 100 watts qui est bien plus rapide. 8 à 12 gigaoctets de RAM, ce qui est pareil qu'ici. Et côté stockage, c'est la même chose, de 256 à 1 demi-téraoctet. Le stockage est en OFS 4.1, le plus rapide. Côté photo, il retire le capteur inutile de 200 mégapixels mais permet de filmer en 4K 60 images par seconde et 1080p jusqu'à 960 images avec support HDR10+. Et pour le selfie, avec 20 mégapixels, il monte jusqu'à 1080p à 60 images par seconde, là encore en laissant de côté l'inutile 1440p. Mais il vous offre un meilleur taux de rafraîchissement, vous savez, plus fluide pour les enregistrements. De plus, il envoie vraiment du lourd, avec un processeur bien meilleur, à savoir le Dimensity 8500 Ultra. Donc, en gros, il saute carrément une gamme entière et passe à presque quasiment le plus haut niveau que Dimensity propose.
Et c'est un processeur sacrément bon, clairement bien meilleur que ce qu'on a ici. Et gardez à l'esprit que tout cela est proposé à un prix inférieur. Et enfin, l'écran, est aussi un écran AMOLED. Mais bon, 68 milliards de couleurs, un taux de rafraîchissement de 120 Hz identique, un taux d'échantillonnage tactile bien plus rapide, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus réactif aux interactions tactiles. Il prend en charge le Dolby Vision pour la lecture de vidéos dont le contenu est masterisé en Dolby. Il possède la certification HDR10+, et atteint jusqu'à 3500 nits réels de luminosité maximale. Donc tout cela, comme je le disais, pour un prix inférieur et enfin pour la qualité de fabrication, on a un cadre en aluminium, aucune mention de l'arrière. Je pense que c'était du verre, mais je peux me tromper. Je ne me souviens plus et je n'ai plus le téléphone. Et il possède les certifications IP68 et 69K pour une étanchéité totale à la poussière, une résistance à l'eau, aux jets d'eau à haute pression et une immersion jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes. Waouh, c'était un vrai pavé à dire, d'accord? Et juste pour vous transmettre un petit message rapidement. Celui-ci a aussi la certification IP68 et aussi 69, mais pas K, ce qui signifie que en gros, ça ne change pas vraiment quoi que ce soit d'après GSM Arena. Donc, il résiste aussi aux jets d'eau à haute pression et peut être immergé jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est un appareil relativement cher qui n'offre pas vraiment grand-chose. Le seul avantage de vente ici, c'est qu'il est livré avec ce qu'on pourrait considérer comme le système Android le plus proche de la version d'origine. Si on regarde, il n'y a que quelques applications Motorola, comme Moto ici, et quelques applis Moto là, dont je pense que vous pouvez toutes vous débarrasser. Et à part ça, ça ressemble pour l'essentiel à un Android, tout ce qu'il y a de plus classique. Les notifications sont modifiées, les paramètres ont un aspect un peu différent de ce que propose normalement Android, mais c'est principalement ça. Il n'y a aucune sorte de connerie sponsorisée ici comme Netflix, des jeux ou d'autres trucs inutiles, Spotify, etc. Il n'y a que les applications qui font partie d'Android et puis quelques applications Motorola qui pourraient vous aider, je ne sais pas, à utiliser l'appareil ou à ajuster son fonctionnement, et c'est tout. Tout ce que vous voulez d'autre sur cet appareil, vous pouvez le télécharger vous-même. Voilà, c'est fait. Maintenant, je veux souligner cela. Je recommande principalement les appareils en fonction de leur rapport qualité-prix et de leur prix. La valeur de l'appareil, je la considère en fonction de ses spécifications. Côté logiciel aussi, comme l'apparence Android Stock, c'est une question de préférence. Si vous aimez ça, tant mieux pour vous, foncez. Si ce n'est pas le cas ou si ça vous est égal, alors il y a des options qui sont plus rapides pour moins cher. Et c'est principalement ce que j'essaie généralement de prendre en compte. Comme je l'ai dit, l'apparence, c'est secondaire. Ça dépend de vous. Et en général, vous pouvez aussi changer ça partiellement, alors que ce que vous ne pouvez pas changer, ce sont les composants internes. Si le téléphone est cher dès le départ, il n'y a généralement pas beaucoup d'intérêt à l'acheter dans ce cas. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.